arriver à dessiner quelque chose à partir de ça. Donc à gauche, voici ce que j'ai fini par dessiner. Bon, je ne l'ai pas fait tout de suite pour lui, j'ai simplifié le problème entre temps, j'ai regardé genre 1, genre 2 avant. Mais, donc j'ai dessiné un truc ici, qui est comme, un peu comme le hasard de tout à l'heure, il y a des sommets numérotés et puis il y a des sommets qui se répètent. Parce qu'en fait, j'ai représenté tous les triangles qui devaient être représentés. Et donc, forcément, il y a des sommets qui se répètent. Par exemple, si c'est 10, il y a 7, 7, 7, il apparaît plusieurs fois. Donc ça fait une espèce de gros polygone bizarre. Je crois qu'il a là comme ça 26 arêtes. Bon, comme c'est de la topologie, on peut le déformer comme on veut pour qu'il ressemble un peu plus à un polygone standard. Donc là, je l'ai arrondi, c'est le même, genre plus rond, donc il ressemble à quelque chose. Et l'autre chose, quand même, c'est ça qui a un peu débloqué les choses, j'ai quand même vu qu'il y avait des successions d'arêtes qui étaient les mêmes, qui étaient répétées de la même façon. Donc là, quand j'ai mis des couleurs, voilà. Donc j'ai mis des couleurs, par exemple en bleu, là, j'ai mis 7, 3, 2, 5. J'ai cette succession-là, puis là je l'ai fait avec 7, 3, 2, 5. Donc en fait, j'ai 4 arêtes, mais en fait, c'en est qu'une. Parce que je recolle face à face. Et puis c'est plus petit, mais j'ai aussi, ce que je raconte, 6, 4, 8, ici en violet. J'ai fait exprès de prendre les couleurs bleues et violet, les petites couleurs sur le tour. Même si c'est pas un tour ici, c'est juste plus compliqué. Donc là, du coup, je peux voir le polygone à 26 côtés, mais en fait, il n'en a plus que 20. Quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est en gros 10 paires d'arêtes, parce qu'il faut les recoller. Enfin, il faut penser qu'on les recolle. Donc c'est ça aussi, moi j'avais pas fait, je me suis arrêtée très très tôt en topologie algébrique, et donc j'ai dû aller ouvrir un livre pour comprendre les surfaces topologiques, et comprendre pourquoi on dessinait une surface de genre 3 comme un polygone. Mais c'est exactement pareil qu'un tore en fait. Donc si vous voulez, j'ai même des compléments, je pourrais vous mettre à disposition, des compléments qui racontent un peu plus ça en détail, mais c'est le truc naturel de dessiner une surface de genre machin. Enfin, en l'occurrence, pour un tore, genre 1, c'est un quadrilatère, 4 côtés. Après, genre 2, il faut faire 2 fois 4. Et puis après, 3 fois 4, 12. Là, je suis encore à plus que 12. Donc, il y avait un petit truc. 20, c'est trop. Mais c'est aussi une façon de représenter une surface de genre 3. Et ça, je le savais, on pouvait vérifier. Si vous voulez faire le calcul de la caractéristique de l'air, vous allez bien trouver, c'est combien? C'est moins 4 pour le genre 3. Vous faites le calcul, là, sur ce dessin, vous allez bien trouver. Donc, vous savez que ça doit faire une surface de genre 3, cette structure. Voilà. Par le calcul, par la formule de l'air. Mais de là à voir ça, alors, bref. Voilà. Alors, donc j'ai dit cette étape. Donc, ça, c'est la deuxième, de dessiner le graphe. Et le trait en pointillé, là, ça annonce la troisième, qui consiste à, pour réduire le nombre d'arêtes, là où je vais utiliser le truc, page numéro 1 des quintes de topologie, c'est on découpe, on recolle, on découpe, on recolle, on découpe, on recolle. Et c'était ça que j'ai fait. Donc j'ai découpé, et c'est assez magique, parce qu'en fait, du coup, là, quand j'ai compris le truc en 5 sous-étapes, découper, recoller, puis j'ai réussi à aboutir à un polygone qui avait le bon nombre de côtés pour faire une surface de genre 3 décente, c'est-à-dire 3 fois 4, 12. Voilà, donc là je vous montre mes dessins d'origine. Vraiment ce que j'ai fait. Voilà, donc celui-ci, au début ça me semblait pratique de représenter vaguement ça comme un pentagone. J'ai mes machins bleus et rouges qui représentent le violet et bleu du dessin d'avant. Et j'ai recollé, donc j'ai toujours le 1 qui est un peu à l'intérieur, mais à chaque fois je vais recouper et ça va faire rentrer des sommets dans la figure. Et j'ai quand même du bord autour. Donc ça c'est son trucage, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc à la fin, quand vous découpez, recoller, ça fait comme un millefeuille ou une surface, un truc géologique. Ça fait un graphe comme ça. Et j'avais dit un dodécagone, mais là j'ai fait comme un hexagone, c'est plus facile visuellement à voir, mais ouais, c'est la même chose. Et à partir de ça, j'étais censée maintenant faire ma carte sur le web, et en tout cas j'étais très contente d'avoir ça, parce que c'est ce que je cherchais. Donc après, il faut faire une 7e étape qui consiste à, je ne fais pas la 7e étape, pour l'instant, 4e étape, c'est de transporter ça sur une surface qui ressemble à une surface de genre 3. Donc voilà un des dessins que j'ai fait. Là pour le coup j'en ai fait plusieurs parce que je me suis un peu bourrée des fois. Donc transférer ça, donc il y a un polygone à 12 côtés, en comptant certains trucs. Là c'est vraiment un dodécagone, transférer ça là-dessus.
Donc là, ça fait du nez au cerveau, hein, je vous l'avoue. Mais ça marche. Et cinquième étape, fabriquer une carte à partir du graphe. Parce que c'est pas un graphe que je cherchais, c'était une carte. Et là aussi, je vous garantis que ça fait des nœuds au cerveau. Donc, ça, c'est le graphe, et ça, c'est une carte que j'ai dessinée. Bien sûr, les régions, la forme des régions, je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur la carte de France, elle n'a aucune importance. Hein. Ce qui compte, c'est vraiment l'adjacence. Donc, on peut déformer. Hein. J'ai fait ça comme ça. Voilà. Ce qui m'a donné un peu du fil à retordre, c'est ça. Il y a 6 frontières qui arrivent. Bah, c'est le fameux hexagone hein, du tableau de Hefner. Et en fait, le fait qu'il y avait 2 fois le 2, la région 2, c'est juste que la région 2, elle se touche sur un point elle-même. Et c'est pas interdit en fait, ça, pour une carte, parce que c'est juste ponctuel. Et ça se voit sur le fameux Rulpidon tout coloré aux prises de super-héros sur ces juniors. On le voit. Enfin, après, vous pouvez le visualiser sur le site de l'IHP. Juste pour finir donc, les étapes, ça fait une autre partie sur les symétries. Alors, cinquième étape, c'est ce que j'ai dit, tracer la carte, voilà, on y était. C'est pas facile, on peut se tromper, je me suis trompé plein de fois. Après, il faut reporter ça sur Rulpidon. Alors, une façon de reporter, c'est d'utiliser des projections de Rulpidon, que je vais remontrer après. Donc, je vois du dessus, je vois ensuite les tubes au premier niveau, et puis ensuite les tubes en dessous, puis ensuite. Alors, il ne faut pas se bourrer parce que du coup, quand on regarde dessus ou quand on regarde comme ça, voilà. Donc, j'ai utilisé du papier cap, c'était bien pratique. Et ensuite, résultat final, voilà. Donc, celui auquel j'ai abouti en faisant ça, c'est lui. Donc, ici en photo, c'est en papier. C'est très fragile, je le trimballe plus parce qu'il ne ressemble plus à rien. Et c'est un peu dans la lumière, mais la région, le point où il y a 6 régions, en fait, le 2 x 2, c'est là-haut, là. Voilà. Et puis on voit le côté très stratifié du fait de la méthode. Donc ça, c'est ce que j'ai fait à partir du tableau de Hefner. Et voilà, c'est ce qui m'a conduite à ce livre. Mais j'étais devenue un peu omnibulée. La Rulpidomania n'a jamais cessé, on va dire. Et je me suis dit, quand même, c'est un peu frustrant cette histoire. Je vais essayer d'en trouver une qui a une meilleure tête de carte, plus symétrique. Et puis, comme j'aime bien la difficulté, je me suis dit, je vais la faire en marqueterie. Ça sera plus compliqué. Voilà, c'est le résultat à droite. Donc, c'est pas la même carte. C'est un autre tableau que j'ai pioché dans un article combinatoire informatique où il n'y avait plus cette répétition. Là, il y a quand même un hexagone. Et alors, comment je l'ai fait? Donc, là, je passe très vite les choses, mais c'est avec mon petit club là, de colorier de cartes. Il y a une des membres qui s'appelle Ellie Baker, je crois, qui a dit faut faire à 2 fois, on prend des octogones, 9 octogones de couleurs différentes. Alors, moi j'ai fait ça, je ne l'ai pas apporté là, mais j'ai fait ça avec de la feutrine. Et puis on sait comment il faut les coudre pour faire les bonnes adjacences. Allons-y, on coud. Puis à la fin, c'est un peu comme avec le César, on recolle dans tous les sens, et à la fin, ça doit faire un truc de genre 3 qu'on le sait. Bon. Donc j'ai fait ça, et ensuite ça m'a pris juste une soirée. Une fois que j'avais fait cette surface en feutrine, ça m'a pris juste une soirée, alors que le truc là, j'ai passé quand même quelques week-ends, ça m'a pris juste une soirée de faire finalement un dessin où je mettais bien les triangles qui allaient bien, enfin les points où il y avait les 3 régions, et grâce à la surface en feutrine, je voyais où, qui devait passer où, etc. Et en une soirée, j'avais mon patron, une carte plus simple, et qui avait l'air plus symétrique. Et donc j'en arrive à la dernière partie de l'exposé. Oui, alors là je vous montre la même carte, donc en marqueterie, avec des essences de bois un peu moins exotiques que le solide, pour vous montrer aussi un petit peu une idée du patron de Rulpidon. Donc ça fait des sortes de fleurs pour les faces extérieures, et puis les tubes intérieurs, c'est ce truc là. Le code GeoGebra, tout ça, il est très simple à écrire, hein, c'est juste des cylindres. Et la seule chose, alors on voit bien à l'écran les différentes bois, mais là j'ai mis un bois sombre qui est la loupe de noyer, et là aussi pour un peu matérialiser que les trous, les trous sont ici, ça se recolle avec donc ça fait pas partie de la carte, c'est juste pour faire joli. Et on aperçoit sur cette carte à plat que il y a au moins une symétrie axiale comme ça, pour la face extérieure. Par contre, à l'intérieur, non symétrie. Il n'y en a pas.
Et c'est un sujet sur lequel j'ai branché un collègue, Rémi Coulon, pour dire qu'est-ce qu'on peut dire sur ces histoires de symétrie ou pas de cartes. Et ça aboutit à un article, cette fois-ci dans Pour la Science, magazine de vulgarisation un petit peu plus ambitieux. Tout le Repilon a, malgré moi, perdu sa majuscule. Ça reste quand même la propriété de Lucie Lacoste. Et alors, je vais lever tout de suite le suspense. En fait, il n'existe pas de carte complète à 9 régions sur le Repilon qui respecte les symétries du Repilon. Ça n'existe pas. Et ça, heureusement que Rémi Coulon est plus âgé que moi, sinon je n'arrive pas à le montrer. Alors, pour expliquer un petit peu, déjà de ces histoires de symétrie, les symétries du carré. Et ça vous parle quand même, les symétries du carré. Vous avez des symétries au sens classique qui sont des symétries axiales, donc soit par rapport aux axes que vous avez mis des côtés, soit par rapport aux diagonales, ça en fait 4. Et puis, vous avez des rotations. Déjà, la rotation dans 0, c'est-à-dire l'identité, ça respecte le carré. Et puis, les autres rotations en quart de tour. Donc, en tout, ça fait combien de symétries du carré? Ça en fait des isométries, c'est une transformation du plan qui préserve les angles de distance. Ça forme un groupe, et il y en a 8. Je vous ai mis à droite la table du groupe. Donc il faut penser ça comme une table de multiplication. En haut, sur la première ligne, la première colonne, il y a 8 couleurs différentes. Voilà, on va avoir des numéros pour les membres du groupe, j'ai des couleurs. Et dans chaque case, on voit comment se composent les choses. La différence avec une table de multiplication, c'est que ça n'est pas commutatif, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de symétrie par rapport à la diagonale. Par contre, il y a quand même une symétrie. Bon, c'est un peu sombre à voir, mais c'est pour... Et vous savez le petit nom, bien sûr s'il y a des algébrés, c'est ça, mais le petit nom de ce groupe, le groupe diédal d'ordre 8. Alors il y en a qui l'appellent D8 et il y en a qui l'appellent D4, ça dépend si on est plus géomètre ou plus algébriste, j'ai jamais souci. Et voilà. Et alors comme je me suis bien amusée avec la marqueterie, je vais faire un autre truc comme ça. Et j'ai cet objet là, donc je l'avais en fait, j'ai récupéré une vieille boîte où il y avait donc 4 rectangles et puis un carré au milieu. Et donc j'ai représenté les symétries en prenant au départ un carré divisé en 8 triangles, en lui faisant des réflexions, en lui faisant des rotations, des réflexions et des marques. Donc ça fait les 8 symétries autour. Et puis j'ai mis la table du groupe au milieu. Voilà. On s'amuse pas un peu. Alors, si je reviens à mon Repilon, donc c'est quoi ça va être quoi les isométries du Repilon? C'est un peu le même principe. On cherche des transformations, cette fois-ci de l'espace, et non plus seulement du plan, qui sont des isométries, qui conservent les angles et les distances, et qui laissent la forme du Repilon invariante. Alors si on projette le Repilon, là je vous ai mis une projection du dessus, quand vous regardez dessus, ressemble à ça. On se dit que les symétries du carré vont être encore des symétries du Repilon. Juste en regardant la troisième dimension, donc les symétries axiales vont devenir des symétries par rapport à des plans, donc un plan comme ça, un plan comme ça, voilà. Et les symétries, les rotations, disons dans le plan, vont devenir des rotations par rapport à l'axe vertical. Donc il y a les symétries du carré qui sont des symétries du Repilon. Alors il faut se méfier, j'ai fait donc il y a du dessus comme ça, et après si on regarde comme ça, on a l'impression juste de voir 2 cercles. Mais il faut se méfier parce qu'en fait, ça n'a pas une symétrie de révolution, le Repilon. Donc c'est piégeux de faire ça, j'aurais dû même dessiner les tubes à l'intérieur. Donc on ne peut pas faire n'importe quelle rotation dans l'autre direction. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est composer avec la symétrie centrale. Parce que si je compose n'importe quelle symétrie du carré avec la symétrie centrale, j'ai encore une symétrie de Repilon. Moralité, les symétries de Repilon, c'est ça. Je prends les symétries du carré. Celles qui sont en clair, c'est les mêmes composées avec moins l'identité. Et du coup, j'ai un groupe à 16 éléments. J'espère vous avoir convaincu qu'il y a 16 éléments dans le groupe de symétrie de Repilon. J'ai vu ça dans un exposé, la façon de représenter les groupes comme ça, je trouvais ça fascinant, parce qu'en plus quand on ordonne les éléments différemment, ça fait des très jolis films. Voilà. Et on va avoir un théorème, parce que dans tout exposé, il paraît qu'il faut un théorème, j'en ai déjà construit avec cette histoire de Kibout, mais
c'est que si on regarde un graphe complet à 9 sommets sur l'Eurépidon, bien sûr on le trace sans croisement d'arrêt, à chaque fois je cherche à les tracer sans croisement. Eh bien la seule symétrie du Eurépidon, donc parmi ces 16, qui préserve le graphe, c'est l'identité. Donc si on regarde un graphe complet à 9 sommets, il y a. Alors, la démonstration, elle utilise des arguments relativement élémentaires de théorie des groupes. Et une version simplifiée, la suivante, qui utilise aussi un truc élémentaire de théorie des groupes, c'est que il n'y a pas de graphe complet à 9 sommets qui soit préservé par toutes les symétries. Là, le théorème, il dit qu'il n'y en a pas du tout de symétrie. Mais si on cherche un graphe complet préservé par toutes les symétries, on n'en trouve pas. Et ça vient, ça vous évoque des choses de la formule des classes, du fait que 9 et 16 ne font pas bon ménage. C'est-à-dire que 16 n'est pas divisé par 9, en gros. 16 est impair, 9 est... pardon. C'est enregistré. Donc voilà, 16 pair, 9 impair, ça ne fait pas bon ménage. Et donc c'est ce qui permet de démontrer ça. Après, pour ces Descartes, c'est un peu plus délicat. Et là, Rémy est allé chercher des trucs de géométrie assez sophistiqués. Donc, et c'est pas dans l'article de Pour la science, c'est dans des notes personnelles. Pour montrer qu'il n'existe pas de carte complète sur l'Eurépidon qui respecte toutes ces symétries. Carte complète à 9 clés. Après, si on restreint la notion de région au fait que ça doit avoir la topologie d'un disque, c'est plus facile à démontrer. Mais voilà. Donc finalement, elle est allée assez loin cette histoire. Et j'en arrive à la fin. Einstein. Non, c'était juste pour. J'étais un peu informée. Je ne savais pas qu'on allait recevoir un spectre, mais je me doutais qu'il y avait quelque chose comme ça. Donc, vous avez remarqué que j'aime bien faire de la marketing, même si je suis débutante. Et donc, ça m'a pris aussi de faire ce pavage périodique avec le spectre, ce que vous avez en main, en marqueterie. Alors, j'ai adopté comme. Et ça te permet d'illustrer un truc que tu n'as pas dit, je crois, sur ce pavage apériodique. Oui, ça va. Si je vais peut-être utiliser ces deux. Oui, merci. En fait, et j'ai expliqué à mon voisin tout à l'heure, pour arriver à faire le pavage apériodique, il faut avoir une règle en tête, c'est qu'il y a une façon d'assembler cette pièce et celle-ci. Voilà, si vous la voyez comme ça. Là, la réunion des deux pièces a fait une pièce qui a une symétrie par rapport à l'axe, comme ça. Et les auteurs de ce résultat, qui sont alors Smith, Myers, Kaplan, Goodman, Strauss, ont montré que cette pièce qu'ils appellent mystique, pour paver le plan de façon apériodique, la règle c'est que deux mystiques ne doivent jamais être mitoyennes. Donc, sachant ça, je me suis dit, et puis pour faire apparaître les mystiques qui n'apparaissent pas dans la version que tu as montrée, là, on peut récupérer effectivement, on peut faire des dessins sur le site. Pour mettre ça en évidence, j'ai décidé d'appliquer comme règle que j'allais colorier, prendre la même essence de bois pour les deux pièces de chaque mystique. Donc on en voit ici, alors c'est pas très visible, hein, c'est du platane maillé. Donc là il y a celle-ci, il y en a une là, il y en a une là-haut. Celle-ci, je n'ai pas mis l'autre, on ne la voit pas, mais c'en est une aussi, et là il y a aussi des mystiques. Voilà. Et du coup, règle suivante, c'est je voulais utiliser que 3 essences pour le reste. Et ça marche. C'est une contrainte supplémentaire par rapport à colorier une carte. Je me dis, telle région, je veux qu'elle soit de telle couleur. Mais bon, ça marche en tout cas pour l'étendue que j'ai faite. Je suis assez confiante du fait que ça marche tout le temps. Et c'est ce qui m'a un petit peu interpellée par rapport à ta carte aussi. Voilà. J'arrive au bout. Donc je vais souhaiter un joyeux anniversaire au rallye et une longue vie à la marmite. Et je vous remercie pour votre